Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à vous chers amis. Bonsoir Jean-Mathieu. Et oui, on est ravis en tout cas de vous retrouver pour lancer une nouvelle saison estivale de 28 minutes parce que nous, on n'est pas du tout du genre à vous abandonner pendant les vacances. Et l'actualité du jour, ce sont les funérailles d'Ali Khamenei en Iran, 6 jours de commémoration et aujourd'hui une foule immense pour une procession dans les rues de Téhéran afin de rendre hommage à l'ex-guide suprême et pour appeler à la vengeance. Alors la population réprimée par le régime en place est-elle la grande oubliée de l'accord de paix entre Téhéran et Washington? Qui dirige vraiment le pays aujourd'hui? Le pouvoir iranien s'est-il davantage radicalisé avec la guerre? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons Théophile Cossa et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi parle-t-on ce soir, Marjorie? Eh bien, comment créer la panique à la poste en utilisant un spray anti-ours? C'est une drôle d'histoire qui s'est déroulée au Japon et je vous en parle tout à l'heure. On a hâte. Et vous, Théophile? Il y a la Coupe du Monde de foot en ce moment aux États-Unis, c'est pas un scoop. Et ben moi, je vous parle d'une autre Coupe du Monde qui s'est ouverte aujourd'hui à Paris, la Coupe du Monde d'e-sport. Vous savez, hein, les jeux vidéo, un événement incontournable pour les gamers avec de gros enjeux financiers et de visibilité. La Coupe du Monde d'e-sport, je vous raconte comment ça marche. Eh ben voilà, un beau programme. On vous retrouve en fin d'émission. Mais pour commencer, nous allons parler carpophobie et coulrophobie, les noms scientifiques de la peur des fruits et de la peur des clowns. Alors c'est étrange, mais cela existe bel et bien, comme de nombreuses autres angoisses. Pourquoi avons-nous peur? Tel est le titre du dernier ouvrage de Sébastien Boller, docteur en neurobiologie, passionné par les mécanismes de ce cerveau qui nous joue bien des tours, hein. On l'accueille dans quelques secondes et bien sûr, sans crainte. 28 minutes, ça commence tout de suite. Bonsoir Sébastien Boller. Bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Vous sortez ce livre, hein, Pourquoi avons-nous peur? Les mécanismes secrets de notre cerveau. C'est chez Plon. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir, bonsoir. Alors Sébastien Boller, c'est vrai qu'en lisant votre livre, moi j'ai tout de suite pensé à une chose, c'est Astérix. Pourquoi Astérix? Parce que vous savez, souvent dans Astérix, eh bien, les Gaulois ont peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et aujourd'hui, on n'a plus peur du tout de ça, que le ciel nous tombe sur la tête. Est-ce que c'est la preuve que les peurs ne sont pas éternelles, finalement? C'est la preuve qu'on a peur d'autre chose aujourd'hui. Et si on regarde la peur des Gaulois, c'était déjà en fait une peur de quelque chose d'imaginaire, de culturel qui était construit, l'idée que le ciel pouvait tomber sur la tête. Et aujourd'hui, on a d'autres imaginaires. Oui. Et moi, c'est ça qui m'étonne dans le fonctionnement du cerveau humain, c'est que la plupart de nos peurs, elles sont fantasmées, elles sont construites par notre tendance à vagabonder, à ruminer. Vous savez, quand vous êtes seul le soir dans votre lit, que vous dites, tiens, si j'étais attaqué par un cambrioleur, s'il y avait un conflit nucléaire, si peut-être il faisait 50 degrés dans 10 ans à Paris, et on se fait des scénarios. Et c'est ce qui fait de l'être humain un champion de la peur par rapport à d'autres animaux. Il a une capacité à s'imaginer toutes sortes de choses dramatiques. On va parler de tout ça dans un instant, mais avant ça, figurez-vous que eh bien, vous avez le profil idéal pour être l'invité de 28 minutes, Sébastien Boller, et Gaël Legras vous explique pourquoi. Sébastien Boller, vous êtes neuroscientifique et vous explorez les liens entre les mécanismes cérébraux, les comportements et les enjeux contemporains. Comment la peur s'est-elle ancrée dans le cerveau humain? Quels dangers représente-t-elle? Comment lutter contre elle? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Avant de vous intéresser à cette émotion ancestrale dans votre dernier livre, vous vous êtes penché sur de nombreux autres sujets. En 2001, vous soutenez une thèse sur la dépendance à la nicotine. En 2004, l'un de vos premiers articles dans Cerveau et Psycho, magazine que vous confondez, s'intitule « Une morale sans Dieu ». Et, en 2006, dans l'émission Arrêt sur image, vous expliquez que les publicités pour la nourriture sont diffusées à midi ou à 19h, car lorsque la faim survient, notre cerveau sécrète la gréline. Cette molécule augmente les capacités de mémorisation. On a vu qu'elle se fixe dans le cerveau, dans un endroit qui s'appelle l'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. Donc vous êtes devant votre télé, ce que votre hippocampe va retenir, ce sont ces bons gros sandwichs bien dégoulinants. En 2019, vous publiez Le bug humain. Nous savons que nous détruisons la planète, mais nous continuons à le faire en consommant à outrance. Dans ce livre, vous expliquez cette incohérence par l'existence du striatum, une structure cérébrale qui nous récompense avec de la dopamine, source de plaisir. À ce stade, nous sommes avec un cerveau qui a été
pendant des millions d'années, notre meilleur allié et qui aujourd'hui est devenu notre pire ennemi. Il est en train de creuser notre tombe. Aujourd'hui, vous rappelez donc que l'amygdale, située près de l'hippocampe, constitue le siège de la peur. Vous exposez ce qui stimule nos frayeurs et nos phobies, réchauffement climatique, médias anxiogènes, réseaux sociaux, émergence de l'intelligence artificielle. Selon vous, la montée des leaders autoritaristes dans le monde est corrélée à notre sensibilité accrue aux menaces. En conclusion, vous écrivez « Dans le monde sous tension où nous vivons, notre peur pourrait provoquer des réactions en chaîne catastrophiques par simple ignorance des mécanismes qui lui donnent naissance. » Alors, Sébastien Boller, justement, il y a des peurs tout de même qu'on connaît bien. C'est les peurs enfantines, on va dire, celle de l'enfance. Hein, par exemple, je sais pas, la peur du noir, Oui. par exemple. Et on a l'impression qu'à l'âge adulte, elle disparaît peu à peu, cette peur du noir. Comment elle disparaît? Est-ce que c'est parce qu'on sait davantage, on l'oublie? Enfin, comment elle disparaît, finalement, cette peur? Il y a un programme développemental du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont s'exprimer à certains jalons, différents âges du développement de l'enfant, et qui expliquent le développement de l'amygdale aussi, cette zone de la peur dans le cerveau, qui font qu'il y a un âge où la peur du noir culmine. Et ça aurait rempli une fonction de survie, évidemment, puisque pour nos ancêtres du Paléolithique, qui vivaient sans les murs protecteurs d'une maison ou l'électricité, la tombée de la nuit, c'est l'heure de tous les dangers. Et donc il faut absolument, pour le petit, se blottir vers ses parents. Et là, la peur est un signal de protection qui lui permet de ne pas être happé par un fauve au moment où la nuit tombe. Donc la peur est salvatrice pour l'enfant. Voilà. Sans elle, il ferait moins attention et puis il passerait vite à la trappe. Et par contre, une fois que l'enfant grandit, il peut un peu plus se défendre par lui-même, il est un peu moins tributaire de cette peur du noir. Mais la nyctophobie, la peur du noir, subsiste quand même chez à peu près 20% des adultes. Ah oui. Dans les questionnaires où ils sont en confiance, ils n'ont pas trop honte de dire de quoi ils ont peur, ça ressort. Donc ça ne s'annule pas totalement. Est-ce que les peurs sont universelles et traversent les continents? Je pense par exemple aux films d'horreur qui ont du succès un peu partout dans le monde. Et comment expliquer que certains adorent ça, en redemandent, que certaines personnes aiment se faire peur et d'autres, comme moi, détestent ça? Moi, je ne peux pas voir un film d'horreur, je ne peux pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des peurs universelles et innées. Il y a la peur des prédateurs, puisque en fait, la peur, c'est ce sentiment, cette émotion qui doit vous permettre de survivre face à un danger. Et les dangers qui ont menacé nos ancêtres pendant des millions d'années, c'était des tigres aux dents de sable, des ours des cavernes, des serpents, des araignées. C'est pour ça qu'on a encore ces phobies. Et comme vous dites, il y a les grands fauves, les dents de la mer, ces films-là, Alien, on voit, c'est des modèles de rangées de dents qui éveillent cette peur qui est innée, qui est gravée dans les tréfonds de notre cerveau. Et donc, on a tous peur de ça. Alors, certains aiment se faire peur avec ça. Et ça, on se rend compte que c'est souvent à un certain âge, c'est souvent chez les ados. Ouais. Les soirées ados, vous savez, ils se réunissent devant un bon gros film d'horreur. Et ça, on a découvert qu'en fait, c'est un moyen de faire groupe. C'est-à-dire qu'on a peur ensemble, D'avoir peur ensemble. on resserre les liens, et là encore, ça fait écho à ce que je développe dans le livre, c'est l'idée qu'à un moment, l'être humain a trouvé moyen d'exorciser ses peurs par la coopération, et ça correspond à des étapes cruciales de l'évolution de notre espèce. Alors Fanny, on va voir avec vous que la peur, vient d'une partie du cerveau que vous avez donc identifiée. Eh bien, c'est l'amygdale. Eh oui, c'est ce petit noyau en forme d'amande au cœur de notre cerveau. C'est le nœud central de tout notre système neuronal de la peur. Une sorte de radar surpuissant capable de détecter un danger en une fraction de seconde. Comment ? En envoyant au cerveau un signal d'alerte dès que nous percevons une menace. Vous parliez des serpents ou encore des araignées par exemple. Le signal va ensuite provoquer une réaction du corps, une fuite, une action plutôt de combat ou une sidération. Et le plus surprenant, c'est que l'amygdale provoque cette réaction en chaîne de la peur avant même que nous ayons conscience réellement du danger. D'après une étude récente, il serait possible de traiter les phobies en envoyant des ultrasons précisément sur l'amygdale pour désamorcer, entre guillemets, son action. Sébastien Boller, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment neutraliser cette amygdale, cette partie de notre cerveau ? Oui. On a d'autres régions du cerveau qui sont situées à l'avant du cerveau, près du front, par exemple le cortex préfrontal, qui a des connexions avec l'amygdale et qui peut la calmer. Et c'est ce qui fait en général, quand vous avez un premier mouvement de recul face à quelque chose de dangereux, c'est l'amygdale qui parle, c'est instantané, c'est inconscient. Et dans un deuxième temps, vous dites finalement, ce serpent-là, il est ou derrière une vitre, je suis protégé. Donc là, c'est le raisonnement et la conscience qui passent par le cortex préfrontal, qui va pouvoir calmer l'amygdale. Ça, c'est ce qui se passe en général quand ces connexions fonctionnent bien. Chez certaines personnes, elles ne sont pas assez développées. Et donc, on a des phobies, on a des réactions
irrationnelle qui continue à prendre le dessus sur la raison. Mais effectivement, comme vous dites, il y a des techniques qui permettent d'aller stimuler directement l'amygdale au fond du cerveau et de la calmer. Justement. Et à l'inverse, justement, vous parliez des phobies. À l'inverse, il y a des personnes comme cet homme que l'on va voir, Alexandre Arnold, qui grimpe à main nue des tours de plus de 500 mètres. Là, on est à Taïwan, là. C'est à Taïwan. On se dit quoi quand on voit ça? Qu'il n'a peur de rien ou c'est simplement que son amygdale est complètement hors service? Ça veut dire la même chose. Il n'a peur de rien parce Oui, que c'est son ça. amygdale est hors Et alors service. justement, Oui. pourquoi il est différent de nous? Pourquoi, En fait, il est différent de nous. Par exemple, moi, je sais que je ne me sentirais pas du tout de le faire, ça. Ah oui. Oui. C'est-à-dire Oui, que donc il y a des chercheurs qui ont voulu savoir. Hein. Et donc ils l'ont fait passer dans une IRM, un scanner pour voir son cerveau. Et ils voient que l'amygdale existe, mais elle ne réagit à rien. C'est comme si elle était inerte, comme si elle était morte. Elle est éteinte. On ne sait pas pourquoi. Donc on est inégaux devant l'amygdale, en fait. Oui. Oui. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle l'émodiversité, la diversité émotionnelle dans le genre humain, qui fait que dans un groupe d'humains, il y a des gens qui ont une amygdale hypersensible, ça va être des phobiques, et d'autres qui ont une amygdale qui réagit presque rien. C'est des gens qui font des métiers à risque, par exemple, qui vont au feu, qui sont des durs à cuire, des têtes brûlées. Et le raisonnement des biologistes et de l'évolution, c'est de dire que dans un groupe préhistorique, c'était essentiel d'avoir les deux. Oui. Parce qu'il fallait des gens hypersensibles, des sentinelles en fait, qui avaient peur au moindre bruit, qui alertaient les autres, et du coup il fallait le téméraire qui a peur de rien pour aller avec les pieux contre l'ours des cavernes. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et lui, probablement qu'il aurait été dans le deuxième. Dans le deuxième groupe, ouais. J'ai l'impression. Valérie. Alors, vous expliquez dans votre livre qu'une forte exposition aux informations anxiogènes conduit à percevoir le monde comme plus dangereux qu'il ne l'est réellement. Les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux, en gros, exploitent, alimentent nos peurs. Oui, ça c'est un phénomène qui a été identifié par un grand psychologue, George Gardner, déjà dans les années 80, et qui a donné lieu à un concept qui est le concept de grand méchant monde. George Gardner, il mesurait le temps que passaient les gens devant leurs informations, surtout des informations anxiogènes, et ensuite il leur faisait passer des tests, des questionnaires, il leur demandait à votre avis quel est le risque pour vous de vous faire agresser en sortant de chez vous. Et il voyait qu'il y avait une corrélation, c'est-à-dire que les gens qui regardaient beaucoup d'informations anxiogènes multipliaient par 50 le risque de se faire agresser. On s'inspire en fait des images que nous propose notre environnement médiatique pour estimer le risque d'agression réelle. Le cerveau fonctionne comme ça. Il échantillonne à partir de ce qu'il voit devant lui, et donc il va amplifier ça. Et donc évidemment, ce qu'on va appeler le biais médiatique vient du fait que, malheureusement, c'est vrai que montrer des informations effrayantes, ça a la priorité pour le cerveau. Le cerveau, lui, il veut survivre depuis toujours. Donc il a toujours intérêt à faire attention quand il y a quelque chose de potentiellement dangereux. Donc l'attention va être automatiquement attirée vers ces stimuli anxiogènes. Donc quand on nous en montre en boucle, on va les manger en boucle et on va faire des indigestions. Sébastien Bollard, vous ne faites pas seulement un constat, vous proposez aussi des pistes pour essayer d'amanouer, de détendre un peu ces angoisses. Il y a 3 chemins, je crois, possibles. Vous dites, je crois qu'il y a de l'alimentation saine, c'est ça, se reconnecter aussi à la nature et éviter les médias anxiogènes. Oui, alors peut-être commencer par le dernier point. C'est vrai qu'on vient de parler des médias anxiogènes. L'hygiène médiatique consiste à se demander pourquoi je m'informe et à propos de quoi je m'informe. Est-ce que je consomme en boucle quelque chose qui me met dans un état d'anxiété, ou est-ce que je cherche quelque chose qui fait sens, qui me permet de comprendre le monde? C'est bien d'avoir des plages de consommation médiatique, choisir ce qu'on peut analyser, ce qui peut donner sens, et pas simplement ce qui va faire peur. Et donc prendre conscience du fait qu'on a cet automatisme aussi, c'est très important. Vous parliez de l'alimentation. Oui. Pourquoi l'alimentation? Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui sont comme ça angoissés en permanence, avec l'amygdale surchauffée, il y a un moyen de l'éteindre, c'est de manger de la nourriture grasse et sucrée. Parce que ça va stimuler le système de la récompense, le fameux striatum dont on parlait tout à l'heure, qui lui va temporairement éteindre la peur dans l'amygdale par le plaisir, qui rassure. Voilà. Et donc le risque, c'est de se mettre à manger beaucoup trop, et une nourriture qui ensuite va enflammer l'amygdale et recréer une angoisse. Donc c'est un cercle vicieux. Donc il faut se tourner vers l'alimentation saine, pas de plat tout préparé, se faire sa cuisine, et aussi reprendre contact avec justement le réel, la nature. On sait que c'est un effet apaisant, alors que vivre dans des environnements totalement artificialisés a tendance à stresser davantage. Et à regarder 28 minutes, bien sûr. Merci beaucoup, Sébastien Bollard. Je rappelle votre livre qui est passionnant. Pourquoi avons-nous peur? Les mécanismes secrets de notre cerveau, c'est chez Plomb. Merci beaucoup d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Combien seront-ils au final? 15 à 20 millions, comme l'annonce le pouvoir. La foule a en tout cas défilé aujourd'hui à Téhéran pour rendre hommage à l'ex-guide suprême Ali Khamenei, tué par une frappe américano-israélienne au premier jour de la
l'après-guerre, le 28 février dernier. Des obsèques en forme de propagande pour le pouvoir, une démonstration de force vis-à-vis des États-Unis. La nation iranienne, alors, est-elle vraiment à l'unisson, comme l'affirme le régime? Qui détient vraiment le pouvoir en Iran aujourd'hui? On en débat juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'est le clou d'une semaine de recueillement. Des centaines de milliers d'Iraniens venus de tout le pays affluent dans les rues de la capitale Téhéran. Certains de leur propre gré, beaucoup acheminés par le régime lui-même. Notre nation va tenir jusqu'au dernier des 90 millions d'Iraniens, jusqu'à notre dernière goutte de sang. Les funérailles du guide Ali Khamenei, assassiné il y a 4 mois avec sa femme, sa fille, sa petite-fille et d'autres membres de sa famille par Israël et les États-Unis, tournent à la démonstration de force du régime. Attendu dans les tribunes officielles, au moins une trentaine de délégations étrangères. Parmi elles, l'ancien président russe Dimitri Medvedev, présenté comme l'émissaire de Vladimir Poutine, des Houthis venus du Yémen ou encore des responsables du Hezbollah libanais. Objectif, montrer que l'Iran n'est pas isolé. Les États-Unis veulent qu'on leur obéisse. C'est ça la réalité. Mais Trump n'arrivera jamais à nous faire plier, nous les Iraniens. Une opération de communication XXL qui n'arrive pourtant pas à dissimuler la grande absence de Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême qui a succédé à son père. En son absence, c'est Ahmed Vaidi, chef des gardiens de la Révolution, qui devient l'homme fort du régime. Nos ennemis rejoindront leur tombe sans jamais voir notre nation capituler. Grâce à son sang pur et à Dieu, cette nation s'élèvera vers des sommets toujours plus hauts, jour après jour. Alors que le régime iranien a survécu à sa chute annoncée, la population iranienne semble être la grande perdante de cette situation. Depuis le début de l'année, la répression a probablement fait des dizaines de milliers de morts, selon les estimations de l'ONU. Dans ce contexte, peut-on vraiment imaginer une population à l'unisson derrière ses leaders, comme tente de le faire croire la propagande iranienne, que cherche à démontrer le régime de Téhéran avec ses funérailles XXL. Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Azadekian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite en sociologie politique à l'université Paris-Cité. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Selon vous, la foule présente aujourd'hui lors des funérailles d'Ali Khamenei est tout de même importante. On sait, dites-vous, que le régime a le soutien de 10 à 15% de la population. C'est donc une démonstration de force qui est, pour l'instant, réussi. À vos côtés, Aïda Tavakoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association We Are Iranian Students. Vous êtes aussi membre de l'association Les Guerrières de la Paix. Et selon vous, Mojtaba Khamenei est mort ou dans le coma. Et cette absence constitue un risque structurel pour le régime, d'autant plus qu'aujourd'hui, une dizaine de clans se disputent le pouvoir. Et puis Armin Arifi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, co-auteur du documentaire Gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran, qu'on pourra voir demain soir, mardi, sur Arte, d'ailleurs à partir de 21h. Et selon vous, les funérailles d'Ali Khamenei, profondément détestés en Iran, sont pourtant devenues le symbole d'une république islamique qui tient debout. Trump, dites-vous, a presque redonné une légitimité à un régime qu'il avait perdu. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, avec votre chiffre du jour. Oui, ce chiffre, c'est celui-ci, 15 à 20 millions de personnes comptées aujourd'hui à Téhéran pour suivre la procession dans les rues de la capitale iranienne. C'est le chiffre avancé par les autorités iraniennes, mais hier, dans les colonnes du Parisien, le spécialiste du Moyen-Orient, Clément Terme, qualifiait ce chiffre, je le cite, de fake news. Il estime que le régime gonfle les chiffres et mobilise au-delà de sa base iranienne en allant chercher des Afghans, des Pakistanais, des Irakiens pour grossir les rangs du cortège. Azadekian, qui dit vrai ? Écoutez, c'est ni 10 à 15 millions, ni rien du tout. Il y a facilement 2 millions de population selon les images que j'ai pu voir. Et surtout aujourd'hui, dans la procession qui a commencé à l'est de Téhéran jusqu'à l'ouest, on sait que ces rues, ces avenues peuvent facilement contenir jusqu'à 3 millions de population. Pour preuve, en 2009, selon les chancelleries occidentales, selon le maire de l'époque de Téhéran, M. Ghalibaf, qui est aujourd'hui le négociateur en chef, 3 millions d'Iraniens ont défilé en 2009 contre la fraude électorale. Donc en fait, je pense que le chiffre de 2
millions n'est pas fake news, mais 15, bien sûr que c'est trop. Les rues de Téhéran ne peuvent pas, ces rues-là ne peuvent pas contenir, je connais quand même ma ville, 15 à 20 millions. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi demain les mêmes processions à Qom et puis à Mashhad. Peut-être que si la somme totale peut effectivement arriver à 15 millions. Alors justement, vous parliez à l'instant de Mohammad Khalibaf, donc qui était le négociateur en chef, et voilà ce qu'il a déclaré à propos de ses obsèques. La fière et invincible nation de l'Iran islamique se recueille à l'unisson devant son martyr. Armin Harefi, une nation à l'unisson, vraiment, parce que c'est un pays de 90 millions d'habitants. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, on peut évaluer combien de personnes soutiennent le régime ? Alors avant la guerre, on parlait de 80% des 90 millions d'Iraniens qui étaient donc opposés à la République islamique, et donc 20% des Iraniens favorables au régime iranien. Donc 20% de 90 millions, c'est 15 millions. Il faut savoir que à l'issue de son conflit, un certain nombre d'Iraniens, on ne saura pas quantifier, mais certainement pas une majorité, je pense une minorité, se sont en tout cas ralliés au régime, ou en tout cas ont été plus favorables parce qu'ils ont estimé que ce régime avait défendu l'Iran, le territoire iranien, face à ce qui est considéré comme une agression américano-israélienne. Maintenant, donc, ce qui donne quoi ? Ce qui donne qu'au moment des manifestations nocturnes qui ont émaillé le pays au cours des dernières semaines, il y avait au sein des cortèges des militants pro-régime, mais également d'autres militants qui étaient là-bas pour défendre l'Iran. Est-ce que ça veut dire qu'une majorité des Iraniens est derrière le régime ? Bien sûr que non. On sait que le régime iranien a perdu sa population, une majorité de sa population depuis assez longtemps. Aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens ne se sont tout bonnement pas rendus autour du cortège et ont préféré pour beaucoup d'entre eux profiter des jours fériés pour partir en province. Oui. Aïda Tavakoli, des observateurs présents sur place constatent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui ne portent pas le voile dans les grandes villes, et notamment à Téhéran. Est-ce à dire que le régime s'est assoupli ? Il me semble que la loi n'a pas changé pour autant. Non, la loi n'a pas changé, et c'est surtout une preuve que la société civile iranienne a su s'organiser, a su mener un mouvement civique Femmes, Vie, Liberté, on s'en souvient, 2022, qui a été déclenché par la mort de Mahsa Amini, qui est morte sous les coups de la police des mœurs, 22 ans, d'ethnicité kurde. Et cette jeune femme, donc, son meurtre a déclenché ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui était un mouvement non violent et qui a aussi traversé très largement les frontières de l'Iran. Et ces femmes, avec leur courage, et ces très jeunes aussi, très jeunes hommes aussi, qui ont participé très massivement à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, en fait, ont arraché des mains du régime la possibilité aujourd'hui d'aller dans les rues de Téhéran et de mener cette désobéissance civile, puisque comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la loi n'a pas changé. Donc c'est un acte de désobéissance civile quotidien, avec les risques qu'elles encourent, toujours, c'est-à-dire de se faire arrêter aussi et d'avoir, que ce soit des amendes, des arrestations ou encore pire, elles encourent toujours tous ces risques-là. Alors pour mieux comprendre la situation, on va partir en 1989. L'Iran enterre alors son premier guide suprême, l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, et des funérailles, vous allez voir, l'organisation assez chaotique. C'est l'immense douleur d'un peuple qu'expriment aujourd'hui les Iraniens. Ceux qu'on appelle les déshérités semblent avoir perdu jusqu'à l'espoir avec la mort de l'ayatollah Khomeini. Depuis hier soir, venus du pays entier, ils convergent par centaines de milliers vers la mosquée Mosalla pour approcher et voir une dernière fois l'imam, guide suprême de la révolution. Les bousculades et l'hystérie, aggravées par la fatigue et la chaleur, ont déjà provoqué la mort de plusieurs personnes, 500 autres ayant été blessées. Azadeh Kian, on avance en 2026 aujourd'hui avec ces funérailles parfaitement organisées. Est-ce que c'est une démonstration de force du régime ?
Je le pense, effectivement. Je suis personnellement impressionnée par l'organisation de cette foule quand même importante. Et pour l'instant, fort heureusement, personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu d'attentat. Et donc, tout est organisé comme les dirigeants iraniens le souhaitaient. Je pense que pour eux, effectivement, c'est une victoire. D'un autre côté, il ne faut pas oublier pourquoi c'était important pour eux d'organiser tous ces millions de gens. C'est parce qu'ils vont reprendre les négociations avec Trump, avec les États-Unis, je veux dire. Et donc là, c'est une démonstration de force pour dire à Trump, contrairement à ce que vous pensez, nous sommes là, nous avons tenu tête, mais nous sommes là. Et décapités, certes, mais nous sommes là, nous sommes forts, et donc obtenir davantage de concessions aussi de la part de l'administration Trump, qui pensait que le régime était beaucoup plus faible et impopulaire que ça. Maintenant, effectivement, on a toujours estimé que le régime avait encore entre 10 et 20% de soutien dans la population, qui sont mobilisés aujourd'hui, mais ça montre quand même une très bonne organisation, effectivement. Ils ont appris comment organiser, effectivement. C'est ça, donc une opération, on le voit en effet, de communication, Armin Arifi, bien réglée, mais pourtant... il y a une personne qui manque. Vous avez dit, l'Iran est décapité, mais en fait, normalement, non, puisqu'il y a un guide suprême aujourd'hui qui s'appelle Mojtaba Khamenei, qui est le fils d'Ali Khamenei, mais qui ne s'est pas présenté lors de ses funérailles parce qu'on n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Est-ce que, d'ailleurs, aujourd'hui, on en sait un peu plus ? Alors c'est le nouvel imam caché d'une certaine manière, étant donné qu'il vit caché. On sait aujourd'hui, en tout cas d'après les renseignements occidentaux, les services de renseignement occidentaux, qu'il n'est pas mort. Et si ça avait été le cas, les Israéliens l'auraient annoncé, ce n'a pas été le cas. Il a été blessé, gravement blessé, parce qu'il se trouvait dans la résidence de son père, le guide suprême qui a été tué le 28 février dernier, l'ayatollah Khamenei. Il a été gravement blessé aux jambes et au visage. Certaines sources américaines affirment qu'il a d'ailleurs été défiguré. Sauf que depuis maintenant plusieurs semaines, si je puis dire, il reprend du poil de la bête et qu'aujourd'hui, il se dit qu'il est de retour aux affaires. Alors de retour aux affaires, certes pour avoir un mot à dire lors des négociations, on sait que son avis compte, même si ce n'est plus, comme était le cas de son père, le décisionnaire final. Maintenant, il ne semble pas, et c'est aujourd'hui la principale information à retenir, il ne semble pas en mesure d'être présent, ne serait-ce que physiquement, ou même qu'on entende sa voix. Et ça, c'est quand même une certaine déconvenue pour la République islamique, parce que depuis le 28 février dernier, le début de la guerre, ce n'est que en son nom que des messages ont été lus, des messages écrits, rien au niveau enregistrement sonore et encore moins au niveau de l'image. Donc c'est quand même un invité de marque qui est absent et ça risque de peser sur la suite de la République islamique. Mais justement, Aïda Talakoli, en quoi ça peut peser ? Est-ce que c'est grave pour la population de ne pas voir le guide suprême ? Bien sûr, c'est grave, surtout pour la structuration du pouvoir d'une dictature. C'est-à-dire une dictature qui n'a pas un dictateur personnifié avec tout ce culte, évidemment, de la personne, on le voit. La taille des images qui sont affichées, à quel point est-ce que cette personnification fait partie de la propagande et du contrôle de la population iranienne et de la structuration du pouvoir du régime islamique. Sans dictateur, ça laisse évidemment une place vide. Donc ça le fragilise. Ça le fragilise énormément. Et je voudrais quand même qu'on nuance un petit peu le propos de la démonstration de force. Quand on entend quand même ce que cette base aujourd'hui idéologique affiliée au régime demande au régime islamique, c'est une vengeance. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'opposer aujourd'hui à ce protocole de négociation avec les États-Unis. Donc, à l'intérieur même de la base du régime islamique aujourd'hui, le soutien est extrêmement fragilisé, notamment parce que, effectivement, cette décapitation n'a pas laissé ces idéologues complètement intacts. Et évidemment qu'aujourd'hui, la martyrologie du régime islamique, le fait que cette personnification ait été aussi importante dans la propagande, le fait qu'il n'y ait pas de nouveau dictateur aujourd'hui visible en chair et en os, eh bien, ça encourage cette base aujourd'hui à s'opposer à ce protocole de négociation avec les États-Unis et ça fragilise énormément le soutien au régime islamique. Donc, non seulement ils ont perdu toute leur légitimité auprès de ceux qui s'opposent depuis des années, des décennies, et notamment cette scission complète politique depuis Femmes, Vie, Liberté, mais dans leur base aussi actuelle, les frictions sont énormes. Et les guerres aussi de pouvoir à l'intérieur, pardonnez-moi,
les guerres de pouvoir aujourd'hui à l'intérieur entre les gardiens de la révolution islamique et les autres qui sont justement engagés dans cet accord plus pragmatique aujourd'hui sont énormes. On va voir ça, justement, cette guerre interne au pouvoir iranien avec vous, Fanny, tout simplement, pour savoir qui dirige aujourd'hui réellement l'Iran. Eh bien, ce sont les gardiens de la révolution, vous en parliez il y a quelques instants, et en particulier 3 hommes. Mohamed Khalibaf, président du Parlement iranien, c'est lui qui dirige la délégation qui est en train de négocier avec les États-Unis. Deuxième homme, Mohamed Zolgader, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. C'est l'organe le plus puissant de l'État iranien et c'est un proche de Mojtaba Khamenei. Tout comme Ahmad Vahidi. Il est chef des gardiens de la révolution depuis février, mais il n'avait jusqu'à maintenant pas montré une seule fois son visage. Il ne s'était pas montré publiquement jusqu'à vendredi dernier lorsqu'il est allé se recueillir devant le cercueil d'Ali Khamenei. C'est un dur parmi les durs. Suspecté d'avoir orchestré des attentats en Argentine dans les années 90 contre un centre juif et l'ambassade d'Israël. Ministre de l'Intérieur au rôle central dans la répression des manifestations en 2022, on en parlait, des manifestations pour les droits des femmes après la mort de Mahsa Amini. Il est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants d'Iran. C'est lui qui a œuvré pour que Mojtaba Khamenei prenne le pouvoir. Il est également responsable, entre autres, du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran ou encore des frappes il y a un mois contre Israël. Arzadeh Kian, est-ce que vous diriez qu'on a affaire là à un changement de régime? Est-ce qu'on passe du régime des mollahs au régime des gardiens? Je le pense, il y a un changement dans la mesure où effectivement Mojtaba Khamenei est pour l'instant absent et même s'il était présent, on sait que ce sont les gardiens de la révolution qui l'ont imposé. C'est le choix des gardiens de la révolution, ça a été documenté même. Donc ce sont les gardiens de la révolution. Alors actuels et anciens, comme Khalibaf, lui-même un ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, qui dirige le pays, qui ont le président du Parlement. Absolument, et qui est le négociateur en chef, qui dirige le pays et qui ont dirigé aussi la guerre contre les États-Unis et Israël. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut peut-être, il vaut mieux ne pas dire le régime des mollahs, mais le régime des gardiens ou militaires en général, et les gens de renseignement, puisqu'ils travaillent ensemble. Donc, c'est aussi, moi je voudrais dire, on connaît ce régime depuis 47 ans, ces drapeaux rouges, ces cris à la vengeance contre les Américains, c'est orchestré par le régime lui-même. Il ne faut pas se faire des illusions, parce que le premier jour, il n'y avait pas tant de drapeaux rouges. C'est pas spontané, dites-vous, en fait. C'est pas spontané. On leur dit, criez à la vengeance pour qu'on puisse obtenir des atouts. Je pense que c'est comme ça que ce régime a toujours fonctionné. Alors justement, pendant que Téhéran enterre son ancien guide suprême dans une mise en scène de ferveur et de revanche, on l'a dit, eh bien Donald Trump, lui, célèbre les 250 ans des États-Unis. Il se pose en chef de guerre, sûr de son triomphe. Écoutez. Remember this, we're respected like no nation in the world is respected like us. Every king, every Prime Minister, every president, they respect us more than any other country by far. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. Alors là, Armin Arifi, on a vraiment deux discours qui s'affrontent, deux récits qui s'affrontent. On a d'un côté Washington, une Amérique qui dit avoir mis l'Iran à genoux. Et puis, on l'a vu, cette démonstration de force à Téhéran. Qui sort vraiment vainqueur de cette séquence? Écoutez, si l'on se fie au terme du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, ils répondent entièrement, ce document, aux exigences iraniennes. C'est fou, c'est-à-dire que l'Iran, en tout cas, arrive sur le papier, parce qu'il faut encore que ça aboutisse à un accord final, arrive à obtenir par la force, à l'issue d'une guerre qui lui a été imposée, ce qu'il n'aurait jamais espéré obtenir par la voie de la diplomatie. C'est ce que soulignent les contacts que je peux avoir au sein du régime en Iran. Et c'est terrible pour la crédibilité des États-Unis, les gendarmes qui se veulent les gendarmes du monde, la plus grande puissance à la tête de la plus grande armée de la planète, qui est parti en guerre sans objectif précis et qui s'est complètement fourvoyé et laissé fourvoyer, berné par la guerre éclair que lui promettait qui? Lui promettait le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Donc Donald Trump a beau aujourd'hui, à l'occasion des 250e anniversaires des États-Unis, affirmer que l'Iran
est à genoux. Le régime n'est pas renversé. Le régime est encore plus dur qu'il ne l'était avant le début du conflit. La seule différence qui puisse exister, c'est qu'on n'a plus une république islamique, en tout cas sur le papier, verticale répondant aux ordres du guide suprême, mais comme vous le disiez, un régime des gardiens de la révolution beaucoup plus horizontal, avec en plus des personnalités comme le chef de l'autorité judiciaire, le mollah ultra-conservateur Mohseni Ejei, ou le président de l'exécutif Massoud Pezeshkian, qui compose une sorte de régime collectif de prise de décision collective qui aujourd'hui souhaite un accord avec les États-Unis. Ok. Aïda Tavakoli, je voulais aussi parler d'autres invités à ces funérailles, en présence donc du Hezbollah, mais aussi du Hamas, d'autres, des Houthis bien sûr, du Yémen, des personnalités aussi étrangères de Chine, de Russie. Est-ce qu'on a là l'axe de la résistance anti-occidentaliste qui est en train de se former? Écoutez, en tout cas, c'est documenté. Effectivement, bien sûr que le régime islamique alimente ces groupes armés dans la région et la colonne vertébrale anti-américaine, anti-impérialiste fait partie de l'idéologie du régime islamique. Mais néanmoins, ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'en face, il y a quand même les sociétés civiles, dont on ne parle pas, qui sont les plus grands contre-pouvoirs de ces groupes armés, de l'autoritarisme et de la dictature du régime islamique. Aujourd'hui, la société civile iranienne, c'est 90 millions de personnes. C'est la société la plus nombreuse du Moyen-Orient. C'est aussi de très loin la plus éduquée. C'est aussi celle qui a réussi, on l'a dit, à s'organiser, à organiser des mouvements civiques qui ont porté leurs fruits. Et c'est celle aujourd'hui qui a subi quand même une coupure Internet de plus de 88 jours. Donc c'est 4 mois sans Internet, sans qu'on en parle, sans qu'on puisse l'assister, sans qu'on puisse protéger non seulement son droit à l'autodétermination, mais aussi l'assister dans sa protection immédiate, humanitaire, pendant la guerre. Donc ça, c'est une société civile aussi qu'on oublie, et je pense que c'est quand même un point très important. Et par ailleurs, de l'autre côté, en face, à l'intérieur du régime islamique, les batailles de pouvoir ne sont pas à sous-estimer. La fissure est réelle. Et donc, aujourd'hui, ce que la communauté internationale devrait faire, c'est de protéger la souveraineté des peuples et de ne pas surestimer la force aujourd'hui d'un régime qui est face à une crise économique énorme, à une crise hydrique aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. L'été arrive et la population iranienne aujourd'hui est une force qu'il faut protéger et aider à exercer son droit à l'autodétermination. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet. Dans quelques instants, avec Marjorie Adelson et Théophile Cossal, on change complètement le sujet, nous verrons qu'il faut être prudent si vous déclenchez votre spray anti-ours. Et oui, par inadvertance, ça peut arriver, figurez-vous. Avant de nous intéresser à la Coupe du Monde de e-sport, enfin un sport, figurez-vous, qui n'est pas obsédé par le physique. Mais avant cela, vous dînerez moins bête. Chaque soir, Victor de Quiver vous fournit de quoi briller dans les dîners en ville ou en camping cette saison. Ce soir, le baseball a-t-il tenté d'assassiner le disco? Le baseball a-t-il tenté d'assassiner le disco? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Le 12 juillet 1979, 50 000 personnes débarquent au stade de Chicago. Le ticket n'est pas cher, 98 cents seulement. Une condition, rapporter un disque de disco. Ce soir, on ne vient pas tout à fait pour le baseball, on vient pour détruire le disco. C'est la Disco Demolition Night. Et le stade déborde. Des milliers de personnes restent dehors. Ils portent des t-shirts Disco Sucks et ils hurlent en attendant. Derrière tout ça, Steve Dale, un DJ rock furieux. En décembre 1978, il perd son job à la radio, sa station passe au disco. Depuis, il rebondit sur une station concurrente et crache sur ce courant musical qui fait des ravages. Et ce soir, il va se venger en direct. Entre les deux matchs, une caisse géante est traînée au centre du terrain, des milliers de disques de disco entassés. Dale prend le micro, il harangue la foule, puis boum! Les disques explosent, la foule saute les barrières et 7000 personnes envahissent le terrain. Ils allument un feu, arrachent le gazon, cassent tout, c'est le chaos. 39 arrestations, le terrain est tellement ravagé que le second match est annulé. On appelle ça le jour où le disco est mort. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Parce que le disco, ce n'est pas juste une musique, c'est une révolution. Né dans les quartiers noirs et latinos, il a explosé dans les clubs gays. Le disco, ce sont les minorités qui prennent la lumière. Et pour beaucoup de fans de rock, c'est insupportable. Dans leur bouche, c'est un truc de gonzesse et de pédé. Le disco attaque leur virilité, leur Amérique.
est difficile à croire, mais après cette nuit-là, le disco disparaît des radios. Leur mission n'est pas accomplie pour autant. À Chicago, ils plongent dans la clandestinité. Les DJ vont dans les clubs underground, ils manipulent la musique, la découpent, ça devient la house music. C'est ce qu'on appelle la revanche du disco. Voilà, vous chanterez moins bête. Merci Victor de Quiver qu'on risque de rencontrer dans les dance floors, hein, donc cet été apparemment très très souvent. Allez, il est temps de les retrouver enfin. Et oui, Marjorie Adelson et Théophile Cossan, on commence avec vous. Marjorie, on va partir au Japon d'ailleurs ce soir, où là-bas, eh bien, vous nous dites que la Poste peut être un endroit dangereux. Oui, en général, quand on va à la Poste, on se prépare à faire la queue. Un peu moins à finir à l'hôpital. C'est pourtant ce qui est arrivé à 5 Japonais. La faute à qui ? À un homme extrêmement maladroit. Alors on a tous un ami maladroit, hein. Celui qui, quand il sort sa carte bleue, vous savez, fait aussi tomber ses clés, son portable, ses lunettes, vous l'avez. Eh bien ce monsieur a activé par erreur son spray anti-ours. Son quoi Son spray anti-ours, c'est un peu comme une bombe lacrymogène si vous voulez. Sauf qu'à l'intérieur, il y a de la capsaïcine, c'est un composé naturel que l'on retrouve par exemple dans les piments ou dans les poivrons. Il provoque une sensation de brûlure et d'irritation et donc peut éloigner l'animal ou les humains à la Poste. Or, au Japon, les sprays anti-ours sont indispensables. C'est même devenu, le gouvernement le recommande d'en avoir parce que l'ours est devenu l'ennemi public numéro 1. Ces dernières années, les attaques contre les hommes se sont multipliées. Rien que l'année dernière, par exemple, au Japon, 13 personnes sont mortes sous leurs griffes, sous les griffes des ours. Donc, 219 attaques ont été recensées. Et chaque jour, environ 40 ours sont abattus par les autorités. Alors, c'est vrai qu'on est loin de l'image gentille du petit ours brun. Et c'est surtout un vrai problème de société. Exemple, en juin dernier, à Utsunomiya, c'est au nord de Tokyo, un ours a terrorisé les habitants. Vous le voyez. 4 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour le capturer. Des dizaines de personnes ont été mobilisées, dont 4 seulement pour le transporter. Pendant ce temps-là, une centaine d'écoles ont dû fermer. Et surtout que les ours en ville, c'est de plus en plus fréquent. Et ça, comment on l'explique ça ? Eh bien déjà, géographiquement, l'ours vit dans les montagnes. Or, 80% du Japon est constitué de montagnes. Donc, si vous voulez, ils sont un petit peu partout chez eux. Mais ça, c'est pas nouveau. La petite nouveauté, c'est le dérèglement climatique. Les ours bruns ne mangent plus que du miel. Ils ne mangent pas que du miel. D'ailleurs, ils se nourrissent essentiellement d'arbres, de fruits et de racines. Sauf qu'avec le dérèglement climatique, la sécheresse s'est invitée dans les montagnes. Les ours ont donc modifié leur régime alimentaire et ont pris goût à la chair animale et donc à la chair humaine quand elle se présente. Depuis, l'urgence, c'est donc d'éviter un remake des Dents de la Mer version montagne. Oui. Certaines régions du Japon testent donc un nouveau système, des caméras qui, couplées à l'IA, pourraient en fait envoyer des alertes aux habitants dès qu'un ours sort de la montagne. Alors surtout que de plus en plus d'animaux sauvages se retrouvent en ville. Hein. Oui, et pas qu'au Japon. En cause, le manque de proie et la réduction de leur espace naturel. Autrement dit, l'humain qui bétonne. En France, il y a quelques semaines, un chevreuil avait été aperçu, par exemple, gambatant dans les rues de Dijon. Vous le voyez, comme il est mignon. À New York, des coyotes sont régulièrement aperçus dans les rues, notamment dans les rues de Manhattan. Un problème qui va être de plus en plus fréquent. De nombreux chercheurs étudient donc les solutions pour une cohabitation pacifique. Objectif, assurer la sécurité des humains, mais aussi la tranquillité des bêtes qui ont bien compris une chose, c'est que la rue, elle est à tout le monde. À tout le monde, oui, mais si je vois un ours dans mon supermarché, voilà, c'est pas le plus rassurant. Vous avez votre spray, vous achetez un spray. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, avec vous, Théophile, on va suivre l'actualité sportive, qui n'est pas que la Coupe du Monde de football. Non, ce soir, vous allez nous parler d'une autre Coupe du Monde qui s'ouvre en grande pompe à Paris cette semaine, celle du e-sport, la Coupe du Monde des jeux vidéo. Comment ça marche ? Oui, l'e-sports World Cup, pardon pour l'anglais, c'est son nom officiel, même si elle se passe cette année à Paris, porte de Versailles. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 août, c'est la plus grosse compétition dans le monde consacrée aux jeux vidéo. Pendant cette semaine, 200 clubs vont s'affronter, 2000 joueurs, 100 pays représentés. C'est juste énorme. Pour vous donner une idée, la Coupe du Monde, c'est seulement 6 semaines et 1248 joueurs. Alors attention, à la différence de la Coupe du Monde de foot, justement, ce ne sont pas des équipes nationales qui jouent, mais des clubs professionnels, dont certains basés en France. On a de très bonnes équipes, Team Vitality, la Carmine Cup, c'est un peu, si vous voulez, comme le PSG ou l'OM. Au programme, tout un tas de rencontres sur 25 jeux différents, parmi les plus populaires. Alors, il y a Fortnite, Call of Duty, ça c'est de la bagarre. League of Legends, ça c'est de la bagarre, mais avec de la stratégie. EA Sports FC, c'est un jeu de foot, et j'en passe. Et puis, du très grand show, mercredi, cérémonie d'ouverture, à la scène musicale, à côté de Paris, avec
Aya Nakamura, DJ Snake et la chanteuse Théodora, s'il vous plaît. Jeudi, duel exhibition sur le jeu Valorant entre les deux énormes stars de YouTube, Inoxtag et Squeezie. Et tout au long de cette semaine, d'autres événements auxquels le public pourra assister sur place ou en ligne, gratuitement, en direct sur YouTube ou sur la plateforme Twitch. Alors on imagine des fans français carrément aux anges, non? Bah oui, ils vont pouvoir soutenir leur équipe à domicile et ils ont la réputation, attention, d'être très chauds. Regardez le délire des plus grosses compètes françaises, c'est grosse ambiance. Mais au-delà des fans, c'est toute la filière en France qui se frotte les mains. Ça donne un coup de projecteur au e-sport, ça permet d'attirer des sponsors et puis ça crée des retombées économiques ici en France, d'autant que c'était pas du tout prévu que cette Coupe du Monde se passe à Paris. Normalement, elle devait avoir lieu, comme chaque année depuis 2024, à Riyad, en Arabie Saoudite, mais à cause de la guerre au Moyen-Orient, elle a été délocalisée. En fait, la monarchie du Golfe ambitionne de devenir le territoire du jeu vidéo mondial, c'est du soft power. Elle a créé l'événement, elle le finance. Résultat, les enjeux financiers sont énormes pour cette Coupe du Monde à Paris. Total des gains prévus, 75 millions de dollars. Pour l'e-sport, c'est juste faramineux. C'est plus que le total de gains prévus pour un tournoi comme Roland-Garros. Le meilleur club, tous jeux confondus, repartira avec 7 millions de dollars. Pas mal pour une compète de sport électronique. Oui, je vous le confirme en tout cas. Merci beaucoup Théophile, merci à vous deux et merci mes amis. À suivre sur Arte le dessous des cartes d'Émilie Aubry. Nous on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau 28 minutes et ça c'est dès 20h05. À demain. Tchuss.